Premier exemple de ce chapitre sur les statistiques inférentielles, on va donc construire ensemble un intervalle de confiance. Alors dans le cas le plus simple, le cas où on cherche une moyenne et on suppose que l'écart type est connu. Ce cas qui est le plus simple est un cas qui n'arrive quasiment jamais en pratique, mais on commence par celui-ci parce qu'il va permettre de poser les choses, de vous expliquer comment ça fonctionne, et après, bien qu'on ne le verra plus en pratique, si vous avez bien compris ce cas-là, je vous expliquerai à la fin de la vidéo quelles sont les adaptations, qu'est-ce qui va se passer dans les différents cas qu'on va voir plus souvent en pratique. Alors ici, l'exemple est le suivant. On vous dit qu'une machine fabrique des rondelles en série, leur diamètre D est une variable aléatoire normale, donc qui suit le normal, dont l'écart type est égal à 1 mm, suppose l'écart type connu. On prélève au hasard un échantillon de 9 rondelles, les mesures de diamètre en millimètres sont les suivantes, donc sont données ici, et on vous donne un intervalle de confiance de niveau 0,95 pour la moyenne M, donc moyenne M de ma variable aléatoire grand D, donc qui correspond au diamètre de mes rondelles. Comment je vais faire ceci? Alors, le point de départ, on va poser les variables qui nous intéressent. Ici, on a combien? On a 9 données. Du coup, ce qu'on va considérer, on va considérer xi, le diamètre de la ième rondelle. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les xi, donc pour i allant de 1 à 9. Là, ici, j'ai 9 données différentes. On peut dire que les xi sont des copies indépendantes de D. Donc j'aurais pu les appeler DI, mais je préfère garder xi pour avoir mon tout pour la même notation avec les xi et les xn bar là. Donc les xi sont des copies indépendantes de D. Copie indépendante de D, c'est-à-dire que je sais que chaque xi suit une loi normale. On suit la loi normale de paramètres petit n que je cherche et d'écart type ici 1. Et donc si l'écart type vaut 1, la variance vaut 1 au carré, donc 1 également ici. Qu'est-ce qu'on va considérer maintenant? On va considérer ce qu'on appelle la moyenne empirique des xi. Donc moyenne empirique. Moyenne empirique qui se note xn bar, et que voici une moyenne empirique, je fais la somme de mes variables aléatoires, de mes n variables aléatoires. Je fais cette somme, et bien sûr, pour avoir une moyenne, donc pour i allant de 1 à n, et pour avoir une moyenne, je divise par n. Donc comme si vous avez n notes différentes, pour faire la moyenne de vos n notes, si elles ont toutes le même poids, vous faites la somme de vos notes, vous divisez par le nombre de notes. Là c'est pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne empirique des xi. Alors ici, on va écrire entre parenthèses, on sait que n vaut 9, mais je vous écris ici de façon très générale. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si on considère la variable aléatoire suivante, on va prendre la moyenne empirique, xn bar, on va faire moins la moyenne que l'on cherche, on va diviser par l'écart type, sigma, que l'on connaît ici, mais j'écris sigma, on va multiplier par racine de n. Cette variable aléatoire, je vais l'appeler grand N. Alors, on va avoir deux cas de figure. Là, ici, comme je suppose que xi, que chacune des xi suit une loi normale, je peux directement, sans appliquer le TCL, on sait que cette variable aléatoire grand N, en gros, je l'ai centrée réduite, elle suit une loi normale centrée réduite. Si vous vous souvenez un peu de ce qu'on a vu à la fin du semestre précédent, vous vous souvenez peut-être que ça correspond à quoi? Ça correspond à ce qu'on sait qu'on fait le théorème central limite. Ce qui va se passer, c'est que quand n va être plus grand que 30, là c'est pas le cas, mais comme j'avais une loi normale, je m'en sors. Quand n va être plus grand que 30, je vais quand même poser cette chose-là, et même si je n'ai pas une loi normale au départ, grâce au théorème central limite, je vais pouvoir poser ça et supposer que j'ai une loi normale centrée réduite. Quand n sera plus grand que 30 et que j'écris le TCL, en fait, c'est j'approcherai par une loi normale centrée réduite. Mais ici, comme j'ai une loi normale dès le départ, c'est exactement une loi N01, centrée réduite. Ce n'est pas une approximation, c'est exactement ça ici. Quel va être notre but ici? Nous, ce qu'on cherche, c'est donc un intervalle de confiance pour le paramètre petit n. Donc en gros, ce qu'on cherche ici, c'est que... avant d'écrire la phrase, je vais vous l'expliquer. Je cherche un intervalle de confiance, ça va être quoi? Moi, je cherche une moyenne. Intuitivement, pour approcher de ma moyenne, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la moyenne empirique de mon échantillon. C'est ce qu'on faisait quand on faisait des statistiques descriptives. Si je vous demandais comme ça, donnez-moi une estimation de la moyenne de la moyenne petite n de cette variable aléatoire, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la moyenne de votre échantillon ici, et vous dites, voilà, c'est ça mon estimation. Pourquoi est-ce qu'on fait intervenir des intervalles de confiance? Parce que si je prends un autre échantillon, de taille 9 ou peu importe, si je prends un autre échantillon, il y aura très peu de chances que je tombe sur exactement la même moyenne de mon autre échantillon. C'est pour ça qu'on veut un intervalle de confiance. Et l'idée, c'est de se dire, là ici avec un niveau 0,95, je veux que peu importe l'échantillon que je prenne, avec une proba de 95%, la moyenne va être dans l'intervalle de confiance que je vais donner. Avec une proba de 95%, on ne peut jamais être sûr à 100%, bien évidemment. Ça reste des statistiques, des probas, on n'est jamais sûr à 100%. Donc, trouver un intervalle de confiance, je reprends, je veux approcher ma moyenne par ma moyenne empirique, xn bar, et du coup, l'idée, ça va être de combien je vais m'écarter de xn bar,
pour que je vais tout le temps être dans l'intervalle que je trouve avec une proba de 0,95. Donc là, c'est ça que je cherche. Je cherche l'écart avec lequel je vais m'écarter de xn bar. Et ça va correspondre à, on cherche A, alors on peut voir ça A comme l'amplitude, on cherche A strictement positif. Alors ça n'a pas vraiment de l'amplitude parce qu'on va avoir A à gauche, A à droite. On peut voir ça comme la demi-amplitude si vous voulez, mais retenez quand même A avec une notion, mais il y a une notion d'amplitude derrière. On cherche A strictement positif, tel que. Nous, ce qu'on veut, c'est que proba de xn bar moins m soit compris, alors je vais l'écrire comme on va le faire, inférieur à A, donc cette proba soit égale à 0,95. Alors on peut mettre inférieur strictement, on peut mettre inférieur ou égal, ça va strictement rien changer. Pourquoi? Parce que j'ai des variables aléatoires continues, et pour des variables aléatoires continues, être inférieur ou égal ou strictement inférieur, ça ne change rien à mes valeurs et au calcul que je vais faire. En quoi est-ce que écrire ça, ça me permet d'être en intervalle de confiance? Ça, c'est si vous vous souvenez un peu des bases qu'on a vues au tout premier semestre, pour le coup, sur des variables aléatoires, pardon, pas sur des variables aléatoires, sur des valeurs absolues. Je vous rappelle que dire que valeur absolue de x moins m est inférieure ou égale à a, ça correspond à dire que x moins m est compris entre moins a et plus a. Et moi, ce que je veux ici, c'est isoler mon m. Alors, on va le faire dans l'ordre. Ça va faire moins a moins x plus petit que moins m plus petit que a moins x. Et moi, ce que je veux isoler, enfin, ce que je veux encadrer, c'est pas moins m, c'est m. Je multiplie tout par moins 1. Je trouve donc ici que a, je vais le mettre dans l'ordre qui va m'intéresser, x plus a, c'est supérieur ou égal à m, qui est supérieur ou égal à x moins a. Autrement dit, j'aurais bien, si je cherche le a qui va vérifier ça, j'aurais mis un encadrement de m et ça sera de la forme x moins a, x plus a. Donc si je trouve ce petit a, je le trouve, parce que x c'est quoi? X c'est mon moyenne empirique, c'est donc ça va être remplacé par la moyenne de mon échantillon. Autrement dit, ce que je vous ai en tête, c'est que si je trouve a ici, j'ai fini. Le cœur du problème, c'est vraiment de trouver ici ce paramètre petit a. On poursuit. Donc maintenant, une fois que j'ai écrit ça, moi, avec ça, je ne peux pas faire de calcul. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la loi de cette variable aléatoire xn bar moins m. Donc l'idée, ça va être de me ramener une variable aléatoire dont je connais la loi. Et ici, la seule variable aléatoire dont je connais la loi, c'est la variable aléatoire grand L qui est donnée ici. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me débrouiller je vais faire en sorte de me ramener à ce grand N. Comment on va faire ceci? Du coup, regardons, on va dire que c'est équivalent à. Comment je passe de ce que j'ai ici à ce que j'ai ici? Il faut que je divise par sigma, il faut que je multiplie par racine de n. Faisons-le. Je vais avoir du coup racine de n fois xn bar moins n sur sigma. Et bien évidemment, quand j'ai une inégalité, une inéquation, ce que je fais à gauche, il faut aussi que je le fasse à droite. Et donc ça va donner à droite, on va avoir du a racine de n sur sigma. Et je veux que cette proba soit égale à 0,95. Une fois que j'ai écrit ça, qu'est-ce que j'observe? J'observe que là, j'obtiens la variable aléatoire, pas vraiment n, mais valeur absolue de grand N. Parce que là, j'ai les valeurs absolues, et comme racine de n et sigma sont positives, j'ai pas besoin de rajouter, je pourrais mettre la valeur absolue devant tout si je le souhaite. Donc là, ce que je retiens, ce que je reconnais, c'est que j'ai proba de, on va mettre ici du coup ce qui est en bleu, valeur absolue de grand N inférieure ou égale à racine de n sur sigma égale 0,95. Une fois que j'ai ceci, ça je connais sa loi. Ça suit une loi normale sans très réduite, je suis grand N. Et du coup, valeur absolue de grand N, alors proba de valeur absolue de grand N inférieure ou égale à racine de n sur sigma, si vous vous souvenez bien de votre cours sur la loi normale sans très réduite, ça vaut 2 phi de a racine de n sur sigma moins 1. C'est une formule. C'est une formule qu'il faut connaître. Il faut bien voir ce réflexe. Quand j'ai une loi normale sans très réduite, j'obtiens la formule qui est donnée à cet endroit-là. Qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Justement, mon but c'est de trouver petit a. Donc je vais d'abord essayer d'isoler mon phi. Quand je vais isoler phi, qu'est-ce que ça va donner? Je l'écris ici. J'obtiens que phi de a racine de n sur sigma égale, je vais d'abord ajouter le 1, ça va donner 1 plus 0,95, ça va donner 1,95, et je vais ensuite diviser par 2 pour isoler le phi. Ça fait 1,95 sur 2, et je dois trouver maintenant, donc 1,95 sur 2, ça va donner 0,975 si je ne fais pas de faute. Et ce qu'on va devoir faire à présent, c'est chercher, donc je vous rappelle, phi c'est quoi? C'est la fonction de répartition de la loi normale. Et comment on fait pour travailler avec la loi normale? Quand on a la fonction de répartition, on regarde la table de la loi normale qui est ici.
Je vous rappelle comment ça va fonctionner. Je cherche, moi, comme je veux phi de quelque chose égale 0,975, je vais chercher dans le cœur de ma table quelle valeur correspond à 0,975. Donc, je vais chercher la valeur la plus proche de 0,975, je vais voir à quoi ça correspond. Donc quand on cherche dans la table 0,975, je vais chercher, il est normalement par là, voilà, on va trouver exactement, donc là ça va être une valeur exacte, je vous laisse chercher dans votre table, 0,9, ici c'est 9750 qui est écrit, et vous regardez, ça va correspondre à la ligne 1,9, et à la colonne, ici, 0,06. Du coup, ça va donner 1,96. Et ce que l'on trouve, c'est que en cherchant dans la table normale, on a que A racine de n sur sigma égale, j'ai dit, 1,96. Une fois qu'on a ça, on a quasiment fini. Il ne reste plus qu'à isoler notre A. Pour isoler notre A, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver ici que A, ça vaut donc 1,96 fois sigma sur racine de 9. Du coup, une fois qu'on l'a trouvé ici, il ne reste plus qu'à remplacer. On trouve donc 1,96, il doit se faire 1,96. Sigma, on avait supposé ici qu'il était connu et qu'il était égal à 1. On suppose l'écart type égal à 1. Donc 1,96 fois 1 divisé par, ici, racine de n, c'est-à-dire racine de 9. On trouve donc 1,96 sur 3. Donc voilà la valeur de A, ça va être l'amplitude, enfin la demi-amplitude à gauche et à droite de mon intervalle de confiance. Bah, j'y suis presque. Hein. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ici que donc, avec une proba de 0,95, je peux dire que n, ça appartient à l'intervalle xn bar moins a, xn bar plus a. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Calculer xn bar. Xn bar, ça va être quoi? Là, ici. Xn bar, c'est la moyenne de mon échantillon. Je vais revenir après sur un petit détail après. Bon, je le dis dès maintenant. Là, j'avais des grands xn bar. Là, j'ai un petit xn bar. C'est quoi la différence? Ici, j'ai un grand xn bar parce que ça va correspondre à, là, je suis encore dans le cas théorique avec mes variables aléatoires. Quand je mets petit xn bar, c'est que je vais considérer la réalisation de ma variable aléatoire dans mon expérience. Autrement dit, bah, ça va correspondre à la moyenne de mon échantillon. Donc xn bar, je pourrais aussi appeler ça m indice E pour moyenne de l'échantillon. Et comment ça marche? Quand vous avez 9 valeurs, ça fait 1 sur 9 fois, et vous allez avoir 20,1 plus 19,9 plus etc. Vous avez toutes les valeurs là-bas, vous faites la somme, plus 22,8. Du coup, vous avez ici xn bar, vous avez ici la valeur de petit a, il ne vous reste plus qu'à conclure. En arrondissant, on va trouver donc m appartient à, donc vous avez la valeur dans votre colis, je vous laisse faire les calculs à calculatrice si vous voulez. Quand on arrondit, 20, 21,2 avec une proba de 0,95. Et vous avez trouvé l'intervalle de confiance ici pour la moyenne du diamètre de vos rondelles. Alors, on a été très doucement pour que vous compreniez bien la démarche. Si vous avez compris la démarche ici, vous avez tout compris. Ce sera grosso modo tout le temps pareil à 2 nuances près, enfin 2 ou 3 nuances près, on va dire. Quelles vont être ces nuances? Premièrement, si on se place dans le cas où je suppose que sigma n'est pas connu, ce qui va être le cas le plus courant, c'est ce qu'on va faire en pratique. Quand sigma n'est pas connu, on verra ça dans l'exemple suivant, mais je vous en dis quand même 2 mots dès maintenant. Ce qui va se passer, c'est que je vais remplacer sigma par ce qui va permettre de le chercher, de l'estimer. Pour estimer une moyenne, j'utilise la moyenne empirique. Pour estimer, je vais commencer par une variance, j'utilise la variance empirique corrigée. Regardez votre cours pour voir c'est quoi la variance empirique corrigée. Pour cela, enfin comment elle s'appelle S carré, Sn carré. Donc ce qui va se passer, c'est que pour approcher une variance, je vais prendre Sn carré. Pour approcher un écart type, je vais prendre juste Sn. Donc je vais remplacer sigma par Sn et je vais avoir 2 cas de figure. Quand je remplace sigma par Sn, quand je suis dans le cas où j'ai moins de 30 valeurs mais une loi normale, ben là je peux avoir une loi normale mais une loi de student. Et je vais regarder donc, tout va être grosso modo pareil, jusque-là ça va être pareil, après on va voir comment on fait, sauf qu'il faudra regarder dans la table de la loi de student. Si n est plus grand que 30, bah du coup dans ce cas-là ça va être tout pareil, grâce à théorème central limite, je vais pouvoir approcher par une loi normale centrée réduite, et ça va être tout exactement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des sigma, je vais avoir des grands S, ou grand S, ça va être là, ma variance empirique corrigée, enfin sa racine carrée. Ça c'est la première nuance, qui est double en fonction qu'on ait moins ou plus de 30 valeurs.
L'autre nuance, ça va être qu'on va avoir une estimation de proportion à faire, excusez-moi. C'est quand on a des proportions, ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, la moyenne et la variance sont liées. Si vous vous souvenez bien, l'histoire de proportion, ça a un lien avec des lois de Bernoulli. Loi de Bernoulli, ça a pour espérance P, et pour variance P, 1 moins P. Et du coup, à chaque fois, on va avoir un lien entre la moyenne et la variance, entre les paramètres que l'on cherche et la variance qui vient après. Et grâce à ça, les calculs vont être un peu différents. Et vous verrez dans un prochain exemple que ça sera grosso modo la même chose. Donc ici, au lieu de mettre sigma, au lieu de mettre S, on mettra autre chose. Mais le principe, on cherche A, l'étape d'après et tout ça, ça va être tout le temps la même chose. Donc c'est pour ça que j'insiste bien. Si vous avez compris cet exemple, qui ne va pas être celui qu'on va faire en pratique, il va juste changer des petites nuances. Vous avez compris celui-là qui est le cas le plus simple, vous avez compris grosso modo tout le reste. Vous avez compris le cheminement. Donc je vous invite à bien re-regarder cette vidéo si besoin, bien comprendre tous les détails, et bien évidemment, n'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires s'il y a des petits détails que vous n'avez justement pas compris.